Ce sont là les paysages aux confins du Rwanda et du Kivu, en Afrique centrale, où je découvris la splendeur des éruptions volcaniques. À eux seuls, ces paysages me ravissaient, car les crêtes successives que séparent des brumes me ravissent toujours. Vint alors s'y ajouter, c'était en 1948, la fascination pour les yeux d'un spectacle peu commun et la fascination pour l'esprit du géologue que j'étais d'un phénomène bien mal connu encore, l'éruption volcanique. De celle du Kituro, petit satellite du puissant volcan Nyamagirra, je n'ai sauvé que ces quelques images. Vieille aujourd'hui de 36 ans, ce sont les toutes premières que j'ai jamais tournées. Ces cascades de roc en fusion m'apprirent comment sont engendrées les laves dites cordées, parce qu'elles rappellent souvent des cordages bien disposés. Elles peuvent rappeler aussi la carapace de quelques monstres, de quelques dragons antédiluviens. Dragons antédiluviens dont un soufflard exhalant une haleine acide à plus de 1000 degrés serait la gueule. Le mythe du dragon, immémorial et universel, est à coup sûr né autour des volcans actifs. En juillet 1948, avec plusieurs mois d'expérience des laves en fusion, je voulus savoir ce qui colorait de rouge le Nyiragongo, puissant volcan voisin du Kituro. Il fallut pour cela descendre dans son cratère à pic et traverser la terrasse qui s'étendait à son pied. Du bord de cette plateforme, nous découvrîmes, 200 mètres plus bas encore, au pied d'une muraille verticale, un lac de lave en fusion. À l'époque, c'était le seul lac de ce genre connu dans le monde. Fin 1949, je rendis ma première visite à l'Etna, montagne haute alors de 3300 mètres et qui en a aujourd'hui plus de 3400. La route s'arrêtait à 1900 mètres d'altitude et l'on gravissait à pied les 1400 mètres supérieurs pour atteindre les cratères quasi continuellement actifs qui couronnaient la montagne. La Voragine et la Bocca Nord-Est. Le plus régulièrement actif des deux cratères était la Nord-Est. Elle s'était ouverte en 1910 et à force de lancer des bombes volcaniques par milliers de tonnes chaque jour et de déverser des coulées innombrables, son cône s'exhaussait et prenait de plus en plus d'importance. Vincenzo Barbagallo était alors le chef des guides de l'Etna. Grâce à lui, j'arrivais à connaître beaucoup plus vite et beaucoup mieux ce volcan peu ordinaire que je ne l'aurais fait seul. Les bombes que la Bocca Nord-Est lançait s'abattaient parfois bien au-delà du pied du cône et s'enfonçaient d'autant plus profondément dans les mètres et mètres de neige accumulée qui couvrent en hiver le haut de la montagne qu'elles étaient lourdes et brûlantes. L'activité de l'Etna était alors quasi ininterrompue. Mais à cette activité permanente et relativement modérée, des éruptions de plus grande envergure de temps à autre se superposent. Ainsi celle de 50-51, qui dura une demi-douzaine de mois et vomit des milliards de tonnes d'une lave exceptionnellement fluide. « 1953, deuxième visite au Nyiragongo. Depuis ma découverte du lac de lave, 5 ans plus tôt, je rêvais d'en atteindre la rive.
Pour cela, après avoir rejoint la terrasse au pied de la paroi supérieure, il fallait franchir la deuxième paroi, verticale, celle du puits central, haute de 180 mètres et faite de rocs instables. Mon camarade Louis Tormoz et moi, nous redescendîmes donc sur la terrasse supérieure pour tenter l'aventure. Mais elle avorta à cause du très mauvais temps et des difficultés soulevées par une administration tatillonne et jalouse. Je fus surpris de découvrir qu'entre mes deux premières visites, le lac s'était calmé, s'était rétréci et s'était enfoncé d'une 50aine de mètres, abandonnant une deuxième terrasse circulaire. 1956 fut l'année où, enfin, je pus aller faire la connaissance d'une 50aine de volcans, alors célèbres parmi les volcanologues. Le tour du monde des volcans, comme le baptisa mon compagnon Pierre Pichet. Le quadrimoteur à hélice d'Air France, que pilotait ce jour-là mon ami Yves Oliveau, nous fit passer devant le Fuji, le Fujiyama ou Fujisan, le volcan sacré des Nippons, assoupi depuis 2 siècles et demi passés. L'un des 5 volcans que nous avons visités au cours de ce premier voyage au Japon fut l'Asso, dans l'île de Kyushu. L'Asso est relativement fort actif en ce sens que ses éruptions sont beaucoup plus fréquentes que celles de la plupart des volcans, lesquels, entre 2 éruptions, dorment souvent pendant 1 siècle ou pendant plusieurs. Nous avons essayé d'atteindre le petit lac circulaire contenu dans un anneau de cendres qui était niché au fond de ce vaste cratère, lui-même niché dans la caldeira gigantesque d'Asso, large de 25 km sur 18. Le Sakurajima, aussi tout au sud de l'île de Kyushu, est très actif. Et il était même en éruption et formellement interdit d'accès par la police lorsque nous en fîmes l'ascension. Pichet, notre guide canot, ma femme France et moi. Depuis le bord du cratère, large et profond de 250 mètres environ, nous avons pu voir une série d'explosions paradoxalement silencieuses, car le fracas attendu était étouffé sous d'énormes épaisseurs de cendres, explosions de type dit vulcanien, d'autant plus redoutables que ces tourbillons surchargés de poussière de roches recèlent d'innombrables bombes volcaniques pouvant peser jusqu'à des centaines de tonnes. Je n'apprécie guère la classification en usage pour distinguer les divers types d'éruptions, hawaïennes, stromboliennes, vulcaniennes, péléennes, etc. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ici pourquoi cette classification ne me satisfait pas, mais je tiens à vous le dire. La lenteur avec laquelle ces panaches tourbillonnants s'élèvent n'est qu'apparente, et elle donne l'échelle du phénomène. Les 100 premiers mètres de dénivellation étaient franchis par les projectiles en 1 seconde et demie environ, 300 km à l'heure. Cette vitesse diminue à mesure que le panache s'élève, car l'impulsion initiale n'est que momentanée, alors que la résistance de l'air et la pesanteur sont permanentes. Ce fut là que fut filmée pour la première fois, et à ma connaissance jusqu'ici la seule, cette collerette, qu'en jargon volcanologique on appelle un base surge, que l'on pourrait traduire par puissante houle de base, vague terriblement destructrice et meurtrière lorsqu'elle n'est pas, comme ici, contenue à l'intérieur du cratère. Au centre de l'île surpeuplée de Java, le Merapi est l'un des volcans les plus redoutés qui soient et, pour les volcanologues, l'un des plus intéressants. À près de 3000 mètres d'altitude, son cratère est d'ordinaire occupé par un dôme de lave visqueuse qui le remplit. Ce dôme, qui croît jusqu'à ce qu'une éruption violente, au terme de quelques années de croissance, le fracasse, ce dôme est, pour les magmas acides et visqueux, ce qu'est un lac de lave pour les magmas plus fluides. Ce dôme-ci, en 1956, croissait depuis 1951 et il devait éclater en 1957. Sur les milliers de volcans actuels, il y en a à peine plus d'une douzaine à être en éruption permanente et sur cette douzaine, il n'y en a pas 3, dont celui-ci, à être alimenté par des magmas visqueux. C'est dire combien peut être intéressante l'étude du Merapi. Au cours des 3 derniers siècles, la durée de croissance des dômes successifs du Merapi avait varié de 3 ans au minimum jusqu'à 7 ans au maximum, entre 2 éruptions à nuée ardente,
explosion qui fracasse le dôme et évacue le trop-plein de gaz accumulé, après quoi recommence le cycle d'émission lente des laves visqueuses. À l'ouest du Merapi, le Sumbing. Et dans la partie orientale de Java, le Bromo. Comme le Merapi, le Bromo est très actif, mais il n'est pas violent. Du moins ne l'a-t-il jamais été au cours de ces derniers siècles. Mais son cratère est suffisamment impressionnant pour avoir empêché quiconque d'y descendre jusqu'à ce que nous y réussissions en juin 1956, mon ami le volcanologue indonésien Zen et moi. Il nous fallut d'ailleurs 2 essais pour y parvenir. Lors du premier, nous avions été arrêtés par l'émission de cendres beaucoup trop épaisses. Kawah, ce qui signifie cratère en indonésien, le Kawah Ijen se trouve tout à l'est de Java, en bordure du détroit de Bali. J'en tombais à jamais amoureux dès la première de toutes les visites que je pus lui faire par la suite. Je savais, par toutes les études des volcanologues hollandais d'avant 1940, que le lac d'Ijen n'était pas d'eau, mais d'un mélange quelque peu infernal d'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique, dont la température en surface était d'une 60aine de degrés et, sur le fond, de plus de 200. Les soufflards et les évents que l'on voit sur les rives du lac vomir du soufre gazeux et du soufre liquide sont les frères de ceux qui font de même sur le fond du lac, et cela explique son extrême acidité et ses températures élevées. Le soufre fondu ruisselle et peu à peu, se refroidissant, il se fige et forme des stalagmites. René Fèvre-Pierret, dit Piety, Jean-Christophe Sabroux, François Le Guerne analysent les gaz, les échantillonnent pour analyse complète au labo, en mesurent les températures. Mesurent aussi, pour contrôle, la température, 444 degrés centigrades, du soufre fondu qui s'est accumulé en une petite mare. Quant au soufre solide, cristallisé ou stalagmitique, il est exploité de façon très primitive encore. Voici l'aspect qu'avait en 1956 le redoutable voisin du Kawah Ijen, le Raung. Au Salvador, en Amérique centrale, l'Izalco était encore en 1956 l'un de ces rares volcans, moins de 1 pour 1000,
à être en activité éruptive quasi permanente, et cela depuis sa naissance en 1770. Il s'est endormi peu après notre passage, au cours duquel, profitant d'une accalmie relative, longue de quelques heures, nous fûmes les premiers à en atteindre le sommet. Je trouvais le cratère rempli de lave, solidifiée mais encore brûlante. En son milieu, à une bonne centaine de mètres du bord, s'ouvraient 4 puits incandescents d'où fusaient des gaz sous pression. J'essayais d'en atteindre la lèvre, mais préférais battre en retraite. En retraite d'abord, puis l'activité du volcan s'exacerbant, en fuite. Au Costa Rica, le cratère de l'Irassou contenait alors un petit lac coloré en rouge par de l'hématite en suspension. Ce lac fut volatilisé par la puissante éruption de 1963-64. Les images que j'en avais alors rapportées ont été égarées. Hélas, car il y en avait d'impressionnantes. Et nous survolons quelques-uns des volcans qui forment ce que Mermoz avait appelé le boulevard des volcans, la cordillère des Andes. En septembre 1957, une éruption éclata au large du cap Capeliños, à l'ouest de Fayal, l'une des îles Açores. Je me trouvais alors sur le Kilimandjaro, au cœur de l'Afrique, et il me fallut plus de 10 jours pour atteindre Fayal. En ces 10 jours, un îlot volcanique était apparu à 1000 mètres du cap, et cet îlot s'était ensuite transformé en péninsule. Le phare de Capeliños se trouvait désormais à 1 kilomètre de la côte. Les cendres que le volcan vomissait étaient déjà épaisses de plusieurs mètres. La première surprise du volcanologue encore bien ignare que j'étais, malgré 10 années déjà d'expérience, fut de constater la proportion énorme de cendres fines que le volcan expulsait. Cendres, c'est-à-dire poussière volcanique. D'habitude, ce sont les laves visqueuses andésites d'acide ou rhyolite, visqueuses donc potentiellement très explosives, qui, par ces explosions, produisent des cendres volcaniques, pas les basaltes, qui sont fort fluides et par conséquent peu explosifs. Or, le volcan de Capeliños vomissait des basaltes, et cela sous forme de cendres. Je fus aussi très surpris de m'apercevoir que les éruptions sous-marines, malgré leur aspect proprement formidable, étaient paradoxalement silencieuses. À distance, silencieuses totalement. Pour ceux qui s'approchaient assez, silence martelé de coups sourds. Tout cela provenait du fait que les explosions se produisaient sous une épaisseur d'eau de plusieurs dizaines de mètres. Au lieu des habituelles gerbes de projectiles incandescents, ce qui jaillissait de la mer était d'un noir qui m'impressionnait. Noir dû au trempage des lambeaux de lave vomis par le cratère sous-marin. Cette eau d'ailleurs apparaissait dès que la température descendait jusqu'au sous le point de condensation, où des volutes naissaient, faites de myriades de micro-gouttelettes.
À la pointe de chacun des jets de cendres, on distingue un projectile volumineux. Il se trouve là parce que, grâce à sa masse, il est beaucoup moins freiné par l'atmosphère que les sables et les poussières constituant les cendres et va donc beaucoup plus vite. Cela donne à ces explosions sous-marines l'allure d'un bouquet de sapins ou encore de cyprès, et les volcanologues parlent de jets cypressoïdes. Les jets dépassaient souvent les 6 voire les 800 mètres d'altitude. Ils jaillissaient de la mer à des vitesses allant de 2 à 400 km à l'heure. La petite silhouette donne l'échelle. Sur la mer, la grêle de la Pilly. De l'île volcanique de Fayal, dans l'Atlantique, à l'île volcanique de Stromboli, dans la mer Tyrrhénienne, au nord de la Sicile. En 1957, ce devait être la 20e visite que je faisais à ce volcan, peut-être le plus constamment actif du monde. Cette fois-là, nous avons trouvé le cratère à la fois très actif et, grâce au fait que les projectiles, au lieu d'être lancés à la verticale, l'étaient vers le nord, accessible par le sud. Rien ne s'abattit durant les longues heures où nous l'avions observé. Je descendis dedans pour essayer de voir ce qui se passait dans la cheminée d'alimentation. Bichet filmait cela pendant que je filmais l'intérieur du volcan. France, ma femme, était heureusement demeurée au village. Ce coup d'œil, qui dura plus d'une heure, me montra que ce que l'on appelle communément activité strombolienne, c'est-à-dire des explosions sporadiques jaillissant d'un cratère, ressemblait, pour celui qui pouvait la regarder d'assez près, à l'activité dite hawaïenne, de lacs de lave brassés par des fontaines. Je filmais pour la énième fois ces belles fontaines de lave lorsque je vis dans le viseur de la caméra la moitié de droite du balcon de basalte sur lequel je me tenais, sapé par-dessous, s'effondrer dans la lave en ébullition. Je filmais cette petite avalanche en me disant qu'il était heureux que ce fût la moitié de droite et pas celle de gauche. Retour au Capeliños en mai 1958. En 8 mois, un puissant édifice volcanique s'était accumulé et le phare se trouvait désormais plus bas que son proche horizon. L'activité avait changé du tout au tout. Plus de jets noirs, pointus et rapides, plus de cendres, plus de silence lourd, mais une activité basaltique banale, bruyante, de lancer de lambeaux incandescents, activité dite strombolienne, mais qui, pour celui qui s'aventure à regarder dans la gueule du cratère, peut aussi bien être appelée hawaïenne, activité de fontaine de basalte en fusion. Lorsque le niveau de la lave est bas, l'on ne voit depuis l'extérieur que le haut des gerbes, et c'est ici le cas. Lorsque le niveau est proche du bord, on peut voir les bouillonnements. Le magma qui alimentait l'éruption était cependant rigoureusement identique à celui qui alimentait la phase initiale, celle aux puissants jets de cendres noires. Ce qui avait changé, c'était le fait que sous l'accumulation de ce que le cratère vomissait, un anneau de pierre avait fini par complètement isoler la bouche éruptive de la mer. L'éruption avait cessé d'être sous-marine. Et les myriades de bombes volcaniques, de lambeaux de lave fondus,
dont le poids pouvait atteindre des tonnes, étaient désormais lancés dans l'air directement et non plus sous l'eau. Et cela supprimait un mécanisme qu'à présent je comprenais, celui du piégeage sous ces lambeaux à 1100 degrés, d'eau aussitôt vaporisée à des températures qui, sous la pression existante, étaient explosives. Et l'explosion de cette vapeur piégée fracassait la bombe ou le lambeau de lave, ce qui engendrait les cendres dont, jusque-là, je ne m'expliquais pas l'origine. Je compris là l'origine aussi de ce que l'on appelle palagonite ou encore hyaloclastite, épais tube basaltique dont la genèse était jusque-là demeurée obscure. « 1958. De nouveau, le Zaïre, de nouveau le Nyiragongo. Après des années perdues pour vaincre les chicaneries administratives, nous fîmes une nouvelle tentative pour atteindre le lac de lave cette année-là. L'on n'avait pas encore inventé les descendeurs ni les jumards et je ne voulais pas, dans la très instable paroi du puits central, descendre en rappel ni remonter en varap. Et nous avions résolu d'utiliser un treuil de spéléo, de la spéléo de l'époque j'entends, un treuil équipé d'une espèce de beaupré destiné à éviter le frottement du câble de suspension contre la paroi. Et je fus le premier à être descendu. En une heure à peu près, j'atteignis ainsi la deuxième terrasse, entrevue pour la première fois en 1953, qui se trouvait à 360 mètres sous le bord supérieur du cratère. Deux compagnons me rejoignirent, mais faute d'équipement suffisant, il nous fallut finalement renoncer à franchir les derniers 50 mètres à pic de la troisième paroi, née depuis notre visite précédente par le fait que la surface du lac s'était enfoncée d'autant. Le lac était plus petit et beaucoup plus calme qu'auparavant. L'année suivante, 1959, équipés en conséquence, nous réussîmes à descendre jusqu'au lac de lave lui-même, à 435 mètres sous la lèvre du cratère, et à y travailler une semaine durant. Malheureusement, les images que j'en avais ramenées ont mystérieusement disparu, et nous ne pourrons guère vous montrer que quelques doublons heureusement retrouvés. Ainsi, le Grand Gueulard, dont on mesure ici la température, 1120 degrés centigrades, n'est pas l'échantillonnage des gaz très exceptionnellement purs que nous y avons prélevés, ni les gens sur la rive même de ce lac, enfin atteints
au terme de 13 années que nous y rêvions.